Donc on va un peu revenir sur cette série qui, ma foi, a une espérance de vie, assez courte, à mon plus grand regret et à ton plus grand regret aussi, de ce que j'ai compris. Oui, Donc on va un peu aborder, les grands, les points principaux, voilà, qui composaient la série. Ce le respect qu'elle pouvait avoir envers l'univers, ce qu'elle a pu créer et cetera. Et on commence tout de suite avec, en fait, qu'est-ce que c'est un petit peu l'aspect, esthétique de la série? Car mine de rien, heu, c'est quand même un sacré bond, alors je dirais en avant, je sais pas, c'est en fonction des goûts et des couleurs, mais voilà, donc comme on l'a dit en intro, c'est une série qui a été, développée par Bruce Timm notamment et qui était quand même très connotée avec, toutes les séries, à partir de la série animée Batman, donc 92 jusqu'à 2006 à peu près avec la série, Justice League Unlimited où, voilà, il y avait quand même un certain style très précis, du coup en 2D, hein, jusqu'à présent et là c'était un peu le saut vers la 3D. Alors bon, c'était la mode à l'époque. J'étais pas forcément toujours très fan des séries en 3D, voilà, parce que c'était un peu l'effet, on va ajouter une nouvelle dimension et des fois ça avait l'air dégueulasse. Mais moi personnellement, je trouve que le bon est plutôt enfin, l'aspect technique de la série est plutôt bien et en fait, c'est même je trouve une assez bonne retranscription du style, Bruce Timm, en version 3D. Voilà, on a un peu les mêmes proportions, les mêmes formes, mais on a un travail des textures qui fait que ça paraît pas, tout plat. Donc je trouve qu'en termes, juste de présentation, de comment la série, veut être, ça marche plutôt bien et puis je pense que aussi c'est peut-être un peu moins galère d'animer en 3D toutes les constructions des lanternes plutôt que les dessiner à la main, ou même mettre de la 3D dans une série 2D. Donc je pense que c'était plutôt une bonne décision. Voilà, je sais pas ce que tu penses de l'aspect au moins, esthétique de la série? bah, il y avait déjà pas mal de choses à en dire, hein, effectivement. Alors, tout d'abord, je suis d'accord. La patte de Bruce Timm, on la retrouve sans aucun problème dans cette série animée, malgré le passage à la 3D. C'est vrai qu'il a quand même des personnages très carrés que l'on reconnaît assez facilement. Et c'est une fois encore le cas ici, encore une fois, malgré le fait que nous ne soyons plus en 2D. À côté de ça, je peux pas vraiment dire que j'étais tombé non plus amoureux de cette approche, de cette 3D. Ça m'a pas repoussé au point d'arrêter la série animée, loin de là. Par contre, je pense que à titre tout à fait personnel, j'aurais peut-être préféré que nous restions dans la 2D, quitte à ce que ce soit quand même une 2D plus moderne, hein, avec peut-être des techniques ouais, un peu plus appliquées quand même que le dessin animé de 92 qui, oui, est un grand classique, mais qui, à cette époque, avait déjà 20 ans dans les dents, enfin 15 ans dans les dents. Donc forcément, je m'attendais pas non plus à avoir les mêmes dessins que Batman. Mais là, c'est vrai que le saut m'a un petit peu perturbé. Par contre, euh, on ne peut pas nier non plus le fait que c'est peut-être effectivement, comme tu l'as souligné, la meilleure décision par rapport aux constructions liées aux anneaux. C'est vrai. Pour le coup, oui, oui, oui. Ça, là-dessus, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors là, le prochain point, c'est purement subjectif, c'est juste moi qui me fait plaisir, parce que j'adore les Blue Lantern. Pourquoi? Je ne sais pas trop, je sais pas, enfin je trouve qu'ils sont stylés. On les voit pas tant que ça dans les comics, encore moins dans les adaptations. Mais je sais pas, j'ai toujours, c'est peut-être le look, c'est peut-être le fait qu'ils boostent les grilles de lanterne, quand ils travaillent ensemble, enfin, je sais pas pourquoi, c'est des genres ouais, d'affection, d'attachement, à des personnages quand même assez secondaires, hein, dans l'univers de Green Lantern. Mais voilà, ils étaient dans la série et ça joue quand même un rôle, alors pas non plus, par moment, un rôle quand même, assez important, sans être forcément le plus important de ce qui se passe. Mais le fait qu'ils aient, inclus, le corps des Blue Lantern, moi ça me fait plaisir. C'est même d'ailleurs mon avatar sur MDCU, c'est Kyle Rayner,
En Blue Lantern, alors je sais plus à quelle occasion c'est, heu, parce que je sais qu'il y a des arcs où par exemple des fois les Green Lantern, enfin les anneaux marchent plus pour le corps des Green Lantern, du coup ils sont obligés de changer d'anneau, enfin c'est peut-être à une autre occasion, je ne sais plus. Et voilà, je kiffe les Blue Lantern, ils les ont mis, donc voilà, en plus il y a des designs plutôt cool, voilà, avec des sortes d'éléphants. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, ils les ont mis, mes chouchous, donc voilà, cette série ne peut donc être que parfaite parce qu'il y a des Blue Lantern dedans, voilà. Je sais pas ce que tu penses des Blue Lantern, t'en as probablement un peu Oui, bah, plus rien à foutre que moi, les mais. deux-là sont les représentants les plus connus du Blue Lantern Corps. Enfin, je crois que le bleu Hmm. à gauche, c'est le. Je me demande si c'est pas le Saint Walker, j'ai un doute. Hmm. Le pèlerin C'est en bien lui, VF, oui. suivant Hmm. la traduction version Panini, c'est. Putain, c'est dire si je suis vieux, hein, mine de rien. Version Panini Comics, c'est Hmm. le pèlerin. Et en version Urban Comics, ils ont gardé le Saint Walker. Euh, oui, alors j'étais très content de les voir dans la série animée, de voir qu'ils allaient toucher un petit peu à tout ce qui se faisait de bien dans l'univers de Green Lantern. Même Hmm. si personnellement j'avais plutôt bien aimé Atrocitus. Donc l'exact Hmm. opposé finalement Ouais, des Blue Lantern, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, j'ai purement souligné parce que par rapport aux autres points qu'on va aborder, c'est quand même beaucoup plus secondaire, mais c'est juste purement, c'est pour me faire plaisir. Voilà, je me fais plaisir, donc voilà, ils sont là, ils sont beaux, c'est bien. En parlant d'Atrocitus. Ça permet aussi d'aborder un peu tout Oh, mais qu'il le est découpage un mignon. peu de Oh, la. il a une de ses bouilles quand Exact, même, hein. qu'il est beau. Il est beau. À faire ravir tous, mesdames et messieurs, hein, d'ailleurs, pas de jaloux. Ah, tout à fait, tout à fait. On Donc, ne juge pas. exactement. Donc, comme ça permet aussi un peu d'aborder un peu comment la série est structurée. Car en termes de saison, ça reste assez classique, 26 épisodes. Alors aujourd'hui, ça se fait plus parce que je ne sais pas pourquoi, mais voilà, 26 épisodes, ou un tout petit peu moins, je sais plus voilà, mais en gros, c'est surtout composé de deux arcs bien distincts, ouais, d'une 12-13 épisodes chacun. Où en premier lieu, on a Atrocitus, et après, on a l'Anti-Monitor, mais pas que, mais on va pas tout spoiler non plus pour ceux qui n'auraient pas forcément vu la série, vu que ben, elle a pas eu tant de succès que ça, malheureusement. Donc bon, on commence par ben, la menace des Red Lanternes, des Lanternes Rouges. Et on a donc Hal Jordan, Kilowog, qui sont affectés à un vaisseau. Non, parce qu'ils volent le vaisseau, mais voilà, ils sont envoyés en mission aux confins de l'univers pour affronter la menace des Red Lanternes. Et mine de rien, comme décision, c'est loin d'être stupide, parce qu'on a un peu toujours l'omnipuissance du corps des lanternes, qui sont un peu toujours dans le chemin d'une histoire un peu tendue, où on pourrait dire, s'il y a un problème au cœur de la galaxie, pourquoi t'as pas 600 lanternes qui arrivent pour casser la gueule à Atrocitus, etc. Mais là, vu qu'on les place dans un contexte difficile d'accès, où il n'y a pas de communication, ou très très peu, ou genre un simple aller-retour, ça prendrait des semaines ou des mois par des moyens conventionnels. Donc voilà, c'est se placer dans une situation où nos héros peuvent être dans le caca finalement, hein. Ils doivent un peu se démerder avec ce qu'ils ont, leur intelligence. Alors ils ont quand même leur batterie, etc., leur vaisseau, mais ils ont que ça et rien d'autre. Ils n'auront pas de renfort. Ou pas des renforts de lanterne, c'est un peu avec les peuples locaux, donc voilà. Euh, l'arc Atrocitus, c'est peut-être celui qui offre, alors je vais dire les meilleurs aspects, on va dire, de développement de personnage. Mais pas tout à fait. On va dire que il y a un personnage qui dans cet arc-là est très bien développé. On y reviendra après dans les créations originales. Mais globalement, Atrocitus en termes de méchant, en termes d'histoire globale, ça fait très bien le taf. Il est très balèze, il est très menaçant. Rien de, c'est pas au niveau d'une complexité d'un Mr. Freeze, d'un Heart of Ice, etc. Mais dans ce que la série veut faire en termes de plus d'aventure où c'est quand même un peu plus épisodique que la deuxième moitié de la série. On est un peu plus dans un délire. Alors je sais pas si Flash Gordon c'est très approprié, mais bon, à chaque épisode, on va un peu dans une planète qu'on connaît pas trop, avec une culture un peu étrange, etc. Et on vient casser la gueule des méchants. Ça fait un peu
Un peu un genre de western où tu as le héros qui arrive dans une ville, dans une petite ville inconnue où il y a une bande de loupards qui font chier tout le monde au saloon. Et ben là, c'est un peu la même chose, mais version dans l'espace. Et finalement, qu'est-ce que sont les Green Lanterns si ce n'est un peu des shérifs de l'espace qui viennent casser la gueule aux gangs de mercenaires, quoi. Mais en plus cool et en plus coloré. Donc voilà, moi, la partie de la série Atrocitus, etc., j'ai bien aimé dans ce côté un peu plus dépaysement, aventure pure et dure et le développement de Razer surtout. Voilà, je te laisse la parole sur cet aspect-là de la série si tu as des choses à dire. Bah, pas grand-chose à rajouter en fait par rapport à ce que tu as dit. Mm. C'est vrai qu'une des choses qui m'a assez vite marqué dans cette série animée, c'est que j'avais toujours l'impression que une impression de vide. C'est-à-dire que tu avais Mm. souvent tout simplement Al Jordan par exemple, et puis le noir intersidéral derrière lui avec des étoiles par-ci par-là. Et pendant un bon moment, je me suis dit, la vache, ça manque de vie en fait. Mais c'est tout simplement l'espace. Et à la réflexion, je me demande si c'était pas certaines cases de comics qui ne sont pas un peu trop habitées justement pour de l'espace avec plein de couleurs, alors que c'est supposé être limite dans le noir infini, enfin pas noir total, mais quand même. Et là, au final, c'est plutôt bien représenté. Alors ça peut perturber, moi en tout cas, je l'ai été. D'autant plus que, comme tu l'as dit, on suit quand même un petit groupe de Green Lantern. Hein. On suit clairement pas tout le corps des Green Lantern. Donc tu n'as pas 50 membres en vert sur l'écran. Et du coup, tu peux. Ouais, tu, ça peut t'interpeller, clairement. Mais au-delà de ça, totalement d'accord avec toi. Rien à rajouter, en fait, à part cette petite parenthèse que j'ajoute, justement. Ouais. Et en plus, je pense que le côté un peu vide, ça aide aussi peut-être à véhiculer vraiment le côté isolé les personnages en fait dans un univers ouais qui peut paraître vide et en fait il y a rien à côté pour les aider, donc je pense que c'est peut-être aussi volontaire, peut-être, hein, c'est juste moi là Sans qui doute, fait des si. hypothèses. Et dans tous les cas, plus réaliste, comme je l'ai dit. Oui, oui, oui. Ouais, Matt, vu l'appétence de Gunn pour les créatures un peu cheloues, ça m'étonnerait pas de voir Dexter je crois que c'est Bogd, je crois qu'il s'appelle l'écureuil. J'avais Vu Dexter en qu'on tête, a mais pas Guy Gardner, l'écureuil. hein. Je sais plus comment il s'appelle, cet Je écureuil. crois que c'est ou alors c'est BDG, enfin avec une apostrophe quelque part, un truc dans le genre. C'est ça, t'as raison. C'est effectivement un truc Ouais. du genre. Oui, et puis je pense que le côté, oui, c'est aussi, il y a aussi une limite technologique, mais je pense que c'est peut-être aussi une coïncidence, une heureuse coïncidence, je pense, qui marche bien pour le coup. Donc, oui, c'est assez imprononçable, oui, son nom, oui, en effet. Euh, Et dans la deuxième partie de la série, au lieu d'aller vers l'ennemi pour aller lui casser la gueule, c'est cette fois-ci l'ennemi qui arrive vers nos héros pour leur casser la gueule. Donc on a un peu un inversement on va dire, de la technique d'approche du méchant, hein, voilà, où Atrocitus, on veut le trouver pour aller lui casser la gueule. Là, l'Anti-Monitor, il vient vers nous, on sait qu'il vient, un peu comme un Galactus, on sait qu'il vient, et c'est ça qui est assez flippant. Surtout que l'Anti-Monitor, c'est un peu le Galactus en fait de l'univers d'ici, hein, où c'est l'un des plus puissants, un destructeur d'univers. Donc voilà, en termes de menaces, on est assez. Alors je pense qu'il a été un peu débuff, il a été un peu enfin, on a un peu baissé sa puissance par rapport à Ouais, d'habitude, ce qui est plutôt compréhensible, voilà, parce que c'est pas, il se bat souvent contre des corps de lanterne, mais là je pense que pour une série, il faut pouvoir battre le méchant et ouais, voilà, brider exactement, merci. Et donc je pense que ouais, ils l'ont un peu bridé pour que ce soit pour que le problème, pour que l'enjeu soit résolu à la fin. Et en général, Anti-Monitor, tu t'en débarrasses pas comme ça, sauf quand tu fais un Crisis on Infinite Earth et que tu mets tous les héros de tous les univers dessus. Et encore que tu t'en débarrasses jamais vraiment vraiment. Donc bon, moins de puissance, mais il y a quand même un côté où si tu es dans son rayon, en fait il va te casser en deux, voire même en plus. Donc même s'il est moins puissant, il reste quand même assez une menace où quand il est sur une planète, t'es en mode ah tant pis, rip à tous ces gens quoi. Donc c'est pas tout à fait la même version, ça fonctionne plutôt bien et il y a un certain
certains rebondissements, un changement assez conséquent avec le personnage que j'ai pas envie de spoiler, qui fait que ça devient intéressant, mais peut-être pas pour des raisons qui vont plaire à tout le monde. Moi, ça m'a pas trop dérangé parce qu'en gros, ce changement-là est pour le mieux, selon moi. Là, c'est juste purement personnel. Et puis avec ce côté-là, avec la deuxième moitié de la série, on a un côté un peu plus. La menace pèse un peu plus, donc il y a un peu plus de fil rouge en fait sur les épisodes. Et vu qu'on est rentré dans l'espace un peu plus connu des lanternes, c'est l'occasion, par exemple, d'aborder d'autres choses de la mythologie Green Lantern, là où quand on affrontait les Red Lanternes, vu que c'était aux confins de la galaxie, c'est des choses qui sont pas trop développées dans les comics, et du coup pour installer des méchants connus ou d'autres corps, c'est un peu plus compliqué à faire, et là le fait d'être revenu, ça permet d'explorer d'autres choses. Et je trouve que ça fait un bon équilibre entre le côté isolé et de revenir dans le dur. Je trouve que c'était plutôt bien équilibré. Euh, je pense que la première moitié de la deuxième partie de la série est un peu moins marquant pour moi, mais quand ça arrive vers la fin, je trouve que ça rattrape un peu la perte de vitesse légère, hein, qui est vraiment pas, selon moi, très 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 grave. Mais voilà, je trouve que le final est quand même assez plutôt épique. Voilà. Bah, moi, concernant l'anti-monitor, j'étais à la fois satisfait et déçu. J'étais assez mitigé. Hmm. Euh, D'un côté, bah, je trouvais totalement logique le fait de calmer un peu le personnage, puisque, bah, pour rappel, dans les comics, pour essayer de lui arriver à la cheville, il faut vraiment tout le DC Universe dessus, voire tout le multivers dessus. Donc, tu es bien obligé voilà, de calmer un peu le personnage si tu veux pas Hmm. que les trois Green Lanterns qui sont face à lui se fassent bousiller d'un revers de la main, d'un simple revers de la main, forcément. Donc, c'est logique, mais d'un autre côté, c'est clair que ça enlève de l'aura de l'anti-monitor. Dans un Hmm. sens, j'ai pas l'impression de retrouver l'anti-monitor quand même, mine de rien. Donc voilà, content, je trouve ça assez logique, mais d'un autre côté, le fan de l'anti-monitor que je suis reste déçu quand même, ça c'est sûr. D'autant plus que qu'il était en plus présent dans l'un des arcs des Green Lanterns, et voilà, et sa présence était majestueuse. Là, je parlais des comics. Ouais, oui, c'est quand c'est durant toute l'épopée avec le corps de Sinestro, il me Ouais, semble. quand il est à des lieutenants de Sinestro. Alors là, tu vas me Hmm. dire, il passe Ouais. de menace intersidérale à simple lieutenant. Ouais, mais quel lieutenant? Ouais, mais bon, la guerre des corps, de toute façon, c'est l'une des meilleures périodes de Green Lantern, en fait, au moins dans notre époque récente, donc on va Oui, pas trop chipoter là-dessus, quoi. non, c'est clair, c'est Ah clair. ouais. Ouais, Matt, ouais, les films animés Crisis on Infinite Earths, j'ai essayé, j'ai eu du mal, donc ouais, c'est vraiment pas dingo, quoi. Moi, ce que j'aime bien, dans les adaptations, c'est que quand ils rechignent pas, certains aspects de ce qu'ils adaptent, de temps en temps, alors ça c'est très variable en fonction de qui, est aux commandes de tel projet, mais on a souvent tendance, même dans les comics, papier, hein, on a un peu tendance à mettre en avant un peu les sujets nostalgiques, de notre fandom, quoi. Voilà, par exemple, on parle des meilleures époques de Green Lantern. Par exemple, Geoff Jones, il ramène Al Jordan, il ramène Barry Allen. Enfin, c'est un type d'écrivain qui a souvent ramené des sujets qui lui plaisaient quand il était enfant dans ses propres écrits. Et alors, ce qu'il a fait très bien, surtout sur les Green Lantern, voilà, dans les années 2000, début 2010. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, au détriment de Jon Stewart ou de Kyle Rayner, etc. Bon, ça après, ça plaira ou ça plaira pas en fonction de vos goûts, mais voilà. Là, pour le coup, je trouve que la série équilibre plutôt bien avec des éléments un peu plus. Par exemple, en termes de look, je trouve qu'il y a un côté assez. Bon, Al Jordan n'a jamais vraiment trop changé de look, sauf quand il était possédé par Parallax ou ce genre de choses. Mais en tant que Green Lantern classique, il a jamais vraiment trop changé de look, mais je sais pas, l'aspect de la série fait qu'il y a quand même un côté un peu âge d'argent, enfin à ses débuts, de par la simplicité
du costume, etc., des textures. Mais on a aussi, et puis bon, on a des vieux ennemis comme les Star Sapphire et ce genre de choses. Mais on a aussi des trucs, récents dans la série. Donc voilà, la série date de 2012, donc elle a 12 ans, du coup maintenant. Et on a quand même droit à un épisode le corps de Larfleeze tout simplement. Alors qu'il me semble que je pense que le personnage a dû être créé, peut-être 5 ans avant, que je sais qu'il existait déjà à l'époque de Blackest Night, donc c'est fin des années 2000. Donc ouais, je pense qu'à tout péter, il existe depuis 5 ans, voire même un tout petit peu moins. Donc voilà, ils n'hésitent pas à aller chercher des choses assez récentes des comics. Bon, ça aide aussi que ça a été un ajout qui a duré, qui était apprécié, etc. Puis bon, j'ai bien aimé aussi. Je sais pas, j'aime toujours voir les héros classiques dans d'autres anneaux de lanterne. Enfin, anneaux de lanterne, ça ne veut rien dire. Dans d'autres couleurs que d'habitude. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le fait d'avoir des trucs plus classiques, mais aussi d'aller chercher des trucs beaucoup plus récents. Et aussi, bon, on en parlera juste après, mais il y a aussi la série fera ses propres ajouts et là aussi que je trouve réussi. Donc voilà. Mais question ajout récent, je trouve que c'est plutôt bien géré. Voilà, je sais pas ce que tu penses notamment de l'inclusion de l'agent orange. Tout à fait d'accord. Je trouve qu'ils ont plutôt bien géré et c'est vrai que je m'attendais absolument pas à ce que ce soit récent à ce point-là. Enfin, c'est comme tu l'as dit, ils seront vraiment remontés une poignée d'années en arrière seulement. C'est c'est vraiment une série qui est entre guillemets sortie un peu à jour en fait. Effectivement, ils ont pioché Mm. des éléments plus anciens, mais comme tu l'as dit, en mêlant avec des personnages extrêmement modernes. Et du coup, ça passe nickel, quoi, ça passe du feu de Dieu. Mm. Et là, Jean Orange, il déchire. Et, Larfleeze, ouais. il est génial. Quoi. Ouais, très très cool. Ouais. Ah, je vais quand même préciser que oui, vu que la série est sortie en 2012, c'était un peu pour surfer sur la vague du film. Donc on peut au moins remercier le film pour avoir probablement été le Merci le moteur derrière la film. création C'est de. la seule fois de ma vie que j'ai envie de dire ça, alors j'en profite. Voilà. Mais je pense qu'on peut aussi blâmer le film pour aussi le fait que la série n'ait pas eu autant de succès qu'elle aurait pu avoir au vu de sa qualité. Donc Voilà, à donc double tranchant, je hein, retire déjà mon merci. Voilà, c'est un merci qui a duré 10 secondes. voilà. Voilà, mais du coup, on pourra pas, je pense qu'on peut pas enlever de points au film à cause de l'échec, vu que c'est aussi la raison de sa création, donc ça s'annule. On va dire que voilà, il Voilà, reste donc neutre merci à le ce film. niveau-là du moins. Voilà, merci, mais Merci, mais on mais retire juste après. Voilà. oui, Ryan Reynolds, il a quand même, Oui. il a pas tout perdu dans l'affaire, effectivement. Voilà, je pense Il a que quand c'est même trouvé je pense le sa point le plus femme positif et du film. puis il a 2 enfants, je crois. En plus. Oui, oui, il a une famille, donc oui, c'est Donc oui, c'est un bon point là-dessus, une quoi. bonne affaire pour lui. Voilà, mais pas pour 5 enfants, pour oh, le reste il a d'entre bien nous. travaillé. Hem, mais au-delà d'aller chercher des éléments récents de la mythologie, la série a aussi créé ses propres ajouts, hein, créer un ajout, je pense que c'est un pléonasme, mais on va quand même dire que ça passe quand même. Il y en a 3 principalement, 3 et qui sont quand même, d'ailleurs assez, cruciaux en Mais fait dans la structure de la série. alors attends, parce que je me souviens plus des tonnes quand même de la série. C'est Ava ou Eva, c'est ça? C'est Aya. Aya. Je, je m'en souvenais plus, alors qu'elle est incroyable. Maintenant, je m'en souviens. Mmh. Oh la vache, je m'en souvenais plus du tout. Elle Ouais, est ouais. géniale. Ouais, c'est un jeu de mots sur alors c'est une intelligence artificielle, donc en anglais c'est AI, et du coup elle l'appelle Aya pour un peu modifier, etc. Donc Et puis d'où ça fait plus féminin, sans doute. le nom. Exactement. Donc j'ai mis aussi le vaisseau. Bon, c'est un peu dupliqué parce que techniquement Aya est un peu l'intelligence de bord du vaisseau. Mais bon, ça devient tellement des choses distinctes au bout d'un moment que pour moi le vaisseau et Aya sont deux ajouts clairement parce que bon le vaisseau au-delà d'être très classe, il a un aspect un peu rétro-futuriste, voilà, futur des années 50. Et puis même il explique bien, je trouve, dans le récit, parce que c'est le seul moyen de voyager aux confins de l'univers pour aller casser la gueule aux Red Lantern. Donc on comprend pourquoi ils utilisent un vaisseau alors que techniquement les lanternes peuvent voler dans l'espace. Voilà, donc c'est plutôt bien amené. Et puis bon, ça aide aussi dans un côté plus pragmatique
à avoir des décors réguliers et pas forcément toujours à devoir créer des choses. Donc voilà, ça vient probablement d'un aspect plutôt pragmatique, mais il arrive bien à l'insérer dans la série. Ouais, il y a un côté Star Trek dans le côté très épuré, très classe, très clean. Ouais, en effet, ouais. Mais côté personnage, on a donc Aya qui est à la base l'intelligence de bord du vaisseau, qui se crée un corps afin de pouvoir accompagner du coup Hal et Kilowog dans leurs aventures. Alors je vais quand même direct mentionner Razer, parce que ces personnages sont quand même extrêmement liés au fur et à mesure de la série. Voilà, donc Razer qui est un soldat du corps des Red Lantern, qui a rejoint du coup le côté de la rage, parce que voilà, il a perdu sa femme, donc voilà, comme pas mal des Red Lantern, hein, d'ailleurs ça vient en général d'un deuil, etc. Et là, pour le coup, la série quand même a décidé de se pencher vraiment dessus. Alors sur Atrocitus, on sait depuis un moment que voilà, il a perdu sa famille lors du massacre des Manhunters. Euh, mais sans jamais, c'était un peu exploité son côté un peu tragique dans les comics. Mais là, la série décide de le faire vraiment sur un temps assez long et de manière assez intelligente. Il y a des hauts et des bas, ça va pas tout le temps en avant. Euh, donc voilà, il gère plutôt bien je pense même que c'est les deux gros points forts de la série en termes de développement de personnages, c'est Aya et Razer, car les deux évoluent en même temps. Lui, pour essayer de chercher un peu une raison derrière son engagement, derrière ce qui le motive, sur ses émotions conflictuelles, etc. Et en même temps, on a Aya qui, un peu de manière parallèle, essaie elle aussi de découvrir ce qu'elle est réellement, en fait. Si elle a bel et bien des émotions, voilà, vu que c'est une intelligence artificielle, est-ce qu'elle a vraiment des émotions? Est-ce que si elle en a, est-ce que ce sont de vraies émotions? Est-ce que son attachement aux autres est réel? Est-ce qu'elle devrait avoir ces émotions-là? Enfin voilà. Et du coup, ces deux parcours-là, euh, parfois sont parallèles, des fois sont vraiment à l'opposé, des fois ça se clash, des fois ça se rapproche. Voilà, je trouve que c'est quand même plutôt bien développé. Ça traîne pas trop, mais ça va pas trop vite non plus. Il y a des choix qui sont quand même. On pourrait penser que la série pourrait prendre certains choix plutôt faciles pour le développement de ces personnages, et au final, non, ils vont pas toujours alors évidente, je sais pas, mais dans la solution la plus classique, on va dire. Donc je trouve que habituellement créer des trucs pour une série, c'est assez casse-gueule parce que ça amène vraiment pas grand-chose à l'univers, et ce qu'ils veulent aborder est déjà existant dans l'univers avec quelqu'un d'autre, et donc des fois les ajouts sont redondants. Mais là, je trouve que ça se démerde vraiment, vraiment pas trop mal pour des créations originales. Un à redire de plus, de nouveau. Vraiment, bah, pour l'instant, je partage vraiment tous les. Bon. Tu l'as dit, ça a beau être entre guillemets, des ajouts de la série animée, ce sont vraiment les deux grosses surprises de cette série animée, quoi. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça donne un argument en plus pour conseiller la série animée. Si le mec te dit non, non, j'ai pas besoin de Mm, regarder la série Green Lantern, je connais tout, bah non. La série animée mm. repose en grande partie sur ces deux personnages qui sont très bien exploités, très bien écrits. Donc, ouais, franchement, génial. Et Razer qui fera aussi une apparition dans la série Young Justice dans la saison 4. Alors je sais pas si c'est exactement le même, parce que je suis pas sûr que les chronologies soient les mêmes, mais voilà, le personnage est devenu si populaire, enfin est quand même resté ancré dans la tête des gens, même si je crois pas qu'il était dans les comics, ou alors très très peu. Mais voilà, ils l'ont quand même ramené dans un autre projet de série animée. Cette fois-ci en 2D, ce qui faisait un peu bizarre parce que c'est pas du tout le même aspect, mais voilà, ils l'ont ramené. Alors Aya, je suis pas sûr qu'il l'ait utilisé plus tard, mais en tout cas, moi, ils m'ont marqué ces personnages-là. Alors que bon, ouais, la série, je l'ai regardée il y a un petit moment. Je l'ai re-regardée il y a pas si longtemps que ça, mais quand même à l'époque, la première fois que je l'ai regardée, quand je le regardais de manière plus détachée à la télé, c'est quand même des personnages qui m'avaient marqué, ce qui montre bien que même sans voir tout leur parcours, ils sont quand même assez marquants assez rapidement, quoi.
Bon, au-delà de ça, de manière un peu plus brève, ça se voit que bon, les scénaristes et les animateurs ont fait leur taf dans la recherche et dans leur connaissance en fait de l'univers tout simplement. Au-delà de quand même conserver quand même les caractéristiques majeures des personnages en termes d'apparence ou de personnalité, ou parfois adapter certains épisodes des comics assez connus, etc. Il y a des petits clins d'œil, voilà, pour ceux qui pourront le déceler. Et donc du coup j'ai mis un exemple bon qui est peut-être le plus évident, mais bon en même temps c'est tellement connu. Donc à gauche c'est une cover d'un comics à l'époque où Hal Jordan a complètement pété un plomb parce que alors c'est Cyborg, Superman et Mongul, du coup ils ont détruit Coast City, donc sa ville. Et en essayant de la ramener, il est devenu complètement taré, etc. Plus tard, ce sera expliqué de manière rétroactive que c'est parce qu'en fait il était infecté par Parallax. Bon bref, mais une des covers assez... alors, d'ailleurs ce dessin a été décliné dans plusieurs versions, Emblématique, etc. Mais voilà, Al Jordan, emblématique cette cover. emblématique, exactement, où il a énormément d'anneaux de lanterne qui vient de tuer, hein, parce qu'en plus il va décimer le corps à cette époque-là des comics. Donc voilà, le plan de lui avec tous les anneaux à la main en train de devenir fou. Il a été repris cette fois-ci version Avarice, et du coup ça marche très bien parce que du coup il va avoir tous les anneaux parce qu'il devient avare, voilà, comme le film avec De Funès. Il va avoir tous les anneaux, donc là aussi c'est une référence et une modification mais qui fait sens dans le contexte. Voilà, petit clin d'œil sympa. Il y en a d'autres pour ceux qui verront au niveau du certain look, certains personnages, voilà. Mais j'ai la ref. Jean-Michel, j'ai la ref. Voilà. Mais globalement, je pense que je sais pas si j'ai mis un truc après. Ah oui, voilà. Ouais, globalement, on aime. Enfin, moi, j'aime beaucoup la série. J'en garde un très bon souvenir. Oui, Je bien pense que toi sûr, aussi. et on conseille. Bon, il y a un, Hmm. il y a un petit côté, je reste sur ma faim, hein, je pense que toi aussi. Hmm. Et je pense que dès lors que Ouais. vous appréciez la série, ça va être le cas pour vous aussi. Mais ah oui, il faut se laisser tenter. Ah oui, oui, largement. Ouais. Toute petite parenthèse à la fin pour dire que et le casting en VO et le casting en VF est dingue. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu soit le milieu du doublage américain ou français, voilà, je laisse un tout petit peu les images à l'écran. Mais voilà, en anglais, on a des gens connus de l'animation, Grey DeLisle qui a bossé sur Avatar, etc. Il y a quelques guests très sympas, notamment, alors je crois qu'il est tout en bas, voilà, on a Ron Perlman, voilà, donc Hellboy, dont on a parlé il y a pas très longtemps, qui joue Sinestro. Voilà, et puis après, on a d'autres noms qui Ah sont oui, hyper je vois qui connus, c'est. comme Clancy Brown, tout ça. Enfin voilà, des gros noms Ah, il y de a notre l'animation. ami Et puis Freddy Krueger aussi, à Robert Englund. alors il est où? Ah, et puis il y a même Tara Strong. Oui, non, Ah c'est vrai oui, qu'il y a du beau monde. Il y a même Tara Strong, il y a même Kurtwood Smith, il me semble que c'est celui qui joue le gars horrible dans Robocop, je crois. Celui qui tue Murphy, voilà, dans Robocop. Enfin voilà, il y a des gros noms partout en guest, même en régulier, etc. Des gros noms. Et pareil en français, c'est des voix que vous avez forcément entendues. Là, je vois Marc Lesser dans un épisode. Voilà, Marc Lesser notamment, c'est la voix de Joey dans Friends. Oui, mais c'est pas Après, en mal voix principale, on a doublé. ouais, C'est pas mal voilà, de doublé. Trunks aussi. Il y a Pierre Tessier, je sais plus, je crois que c'est Elijah Wood, tout ça. Enfin voilà. Et là, moi, mon gros coup de cœur, c'était Jean-Claude Donda aussi, gros nom du nom. Mais voilà, moi, celui qui m'a marqué, c'était Marc Alphos en Kilowog. Marc Alphos, qui était la voix française de Russell Crowe dans Gladiator. Enfin voilà, une voix d'exception qui est malheureusement décédée pendant l'enregistrement, qui a été remplacée par Paul Bourne, qui fait un très bon travail. Mais bon, Marc Alphos, j'ai toujours kiffé sa voix à fond, qui était aussi le père dans Les Indestructibles. Enfin voilà. En français ou en anglais, vous pouvez y aller à fond et c'est du lourd. Du lourd lourd. Voilà. Foncez. Allez voir la série, c'est très très bien. Un peu frustrant parce qu'il n'y a qu'une saison, mais oui, voilà, Kurt Wood, c'est aussi le papa dans That 70 Show, oui, donc c'est bien celui à qui je pensais, en effet. Hop, je te laisse la main pour commencer un avant, un après.